Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission Happy Hour spéciale confinement, puisque nous enregistrons à distance et dans le respect des règles de sécurité. C'est une émission particulière puisque c'est une émission internationale. Nous sommes à prépondérance belge puisque 3 personnes sur ce podcast, donc Marc et Alexandre et notre invitée Fanny Ruet, sont belges et nous avons une invitée qui est basée à Bruxelles. Bonjour Fanny. Kikou, ça va bien ? Ça va et toi ? Mais oui, très bien. C'est bien, ça se passe bien le confinement en Belgique ? Bah écoute, c'est long, mais je commence à arrêter de m'ennuyer parce que je m'habitue, donc je pense que je vais avoir du mal à reprendre une vie normale. Maintenant, chaque fois qu'on me dit « mais tu vas devoir sortir de chez toi », je suis là « putain, non ». La vie va devenir beaucoup trop rapide après. Ouais, je suis pas prête pour ça, moi. Et on dit bonjour à Marc, Alexandre et Jean-Victor qui sont évidemment à nos côtés. Bonjour. Oreillette en place. Et Fanny, justement, si on veut un peu parler de ton actualité, ça a pas mal bouleversé des choses, j'imagine, la situation actuelle. Est-ce que tu as encore des dates qui sont programmées cet été à la rentrée ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement annulées de ton côté ? Ben là, on a dû annuler mars, avril, mai, du coup. Donc, on reprend peut-être en juin à Paris, peut-être pas. À mon avis, on fera toutes les dates de fin juin. Donc, dans le sud de la France, on fait Marseille, Toulouse. On va à Genève aussi. Et puis, Bruxelles un peu cet été. Mais sinon, je pense que le plus gros va reprendre en septembre parce qu'avant, ça va être un peu mort ou on ne sait jamais trop quand ça va reprendre, quelle jauge, quelle salle, machin. Donc, c'est compliqué, quoi. Et à Paris, tu seras toujours à la Nouvelle Scène. Oui, Nouvelle Scène en septembre. Et Fanny est humoriste, il faut le préciser, Mathieu. Il y a peut-être des gens qui pensent depuis le début qu'en fait je fais du jonglage ou Sachant que 90% de notre auditoire est belge, de toute façon, ils connaissent Fanny, évidemment. Non, pas du tout. Non, c'est faux. Enfin, sauf si nos familles écoutent peut-être, mais sinon... On a tenté. Est-ce que ça te rend créatif, Fanny, cette situation un peu d'enfermement ou pas du tout ? Ça dépend des jours, c'est assez aléatoire. J'ai vraiment des roller coasters. Certains jours, j'ai envie de crever. Je me dis, mais de toute façon, pourquoi créer ? Tout est vain. Et puis, d'autres jours, je suis en mode, mais putain, j'ai plein de temps pour développer plein de choses. C'est incroyable. Et limite, je perds encore plus de temps ces jours-là parce que je suis en mode, mais par quoi commencer ? Et donc, je passe la moitié de la journée à me demander par quoi commencer, et puis j'avance pas, et puis le lendemain, j'ai envie de mourir parce que tout est vain. Donc, c'est compliqué d'avancer de manière efficace, mais c'est cool d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire après, donc c'est cool. Très bien. Et on va justement parler de quelques petites choses qui sont sorties ou qui sont disponibles en ligne actuellement et que vous pouvez voir jouer de chez vous. Fanny, tu voulais nous parler du nouveau spectacle de Pete Davidson qui est disponible sur Netflix. Absolument. On y viendra tout de suite. Marc, est-ce que tu peux donner le titre de ta rubrique ? En anglais alors, Keep Your Hands Off Eizuken. Oh, tu triches. En japonais, ça doit être quelque chose comme Eizuken Niwa Teo Datsuna. Voilà, une émission internationale. Et ça parlera d'animation. T'es japonais, Marc ? On vient de te dire que j'étais belge. Et c'est ton frère. Ça parlera d'animation puisque c'est des jeunes filles qui créent du dessin animé dans un dessin animé. Oh, c'est méta. Super. Alexandre nous parlera de la nouvelle série Canal+, qui est validée de Franck Gastambide et qui est disponible sur MyCanal et a priori sur Canal+. Ouais, qui est en cours de diffusion sur Canal+, à l'heure où on enregistre. Voilà, ce sera notre petit quart d'heure rap. Et puis je vous parlerai de Narcos Mexico saison 2 qui est également sur Netflix. Et Jean-Victor terminera avec un petit peu de poésie et de charme. Exactement. Nous parlerons de Doom Eternal, le jeu vidéo. Un joie, bonheur et allégresse. Qui est sorti, si je ne m'abuse, le 20 mars. On est quand même sur un bon niveau de street cred dans cet épisode, j'ai l'impression. Ouais. Carrément. ou de violence, tout simplement. On a envie d'être un petit peu dans les trucs comme ça. Mais on va commencer avec de l'humour, du rire, de la présentation, tu sais. Tu voulais nous parler à la France 2. Et maintenant, un petit peu de rire, de joie et d'allégresse. J'ai déjà des problèmes de transition, vous voyez, j'arrive même plus à enchaîner le sommaire avec le reste de l'émission, ça va être formidable. Drucker est avec nous. William Lémergie, quoi. On pense à Michel Drucker quand même, hein, c'est important. Fanny, tu voulais nous parler de Pete Davidson. Pourquoi cet humoriste ? Est-ce que tu es particulièrement fan de ce monsieur ? Oui, absolument. C'est une des personnes qui me fait le plus rire parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'humour, c'est quand les gens font des blagues sur des sujets qui sont hyper tragiques de base, du style Daniel Sloss, Anna Gatsby, Patton Oswalt, des gens comme ça qui sont capables de te faire chialer et de te faire rire dans le même spectacle.
Et Pete Davidson, il est un peu comme ça parce qu'il est très jeune. Il a à peine 26 ans, je pense. Il est né en 93. Et donc, il est tout jeune. Mais il a déjà une carrière assez ouf. Il fait partie de l'équipe du SNL, donc du Saturday Night Live, depuis quelques années. Il a commencé à faire du stand-up quand il avait 16 ans et tout. Donc il est très très jeune, mais il a vécu pas mal de choses assez compliquées. Son père était pompier et est mort dans les attentats du 11 septembre. Donc il fait beaucoup de blagues là-dessus. Et ça peut refroidir, mais je trouve ça hilarant. Parce que justement, il a cette façon d'aborder les choses qui est très... c'est genre, allez, c'est arrivé, on va pas changer ça, donc on va faire des blagues. Et c'est jamais trash, mais des fois, t'es un peu honte de rire quand même, et c'est assez cool. Il peut dire ce qu'il veut, en fait. C'est ça qui est marrant, il peut dire ce qu'il veut, et vu qu'il a une tête un peu branleur, qui fume trop de joints et qui est sympathique, un peu teubé, il y a tout qui passe, en fait. Donc voilà, Pete Davidson. Donc il a sorti un premier spectacle qui s'appelle SMD, qui ne veut pas du tout dire Suck My Dick. Ce sont les initiales de son père. Et d'ailleurs, dans le premier spectacle qui est dispo sur Spotify, il explique qu'il voulait se faire tatouer les initiales de son père, SMD, et puis il s'est rendu compte qu'il pouvait pas parce que les gens allaient penser que ça voulait dire Suck My Dick. Et il disait, mais en fait, j'ai tout intérêt à le faire, parce que si une meuf... on commence à se chauffer, puis elle voit mon tatou et elle me dit putain t'es un gros porc et tout, je gagne parce que j'ai juste à commencer à pleurer et dire non c'est les initiales de mon père, et du coup elle va tellement avoir de la peine qu'elle va probablement suck my dick. Et voilà, ce genre de trucs qui sont assez fun, je trouve. Et donc là, en effet, son nouveau spectacle vient de sortir sur Netflix. Ouais. C'est un petit truc de 50 minutes genre, où c'est pas un spectacle qui a été hyper fort travaillé, j'ai l'impression. C'est plus genre des histoires de choses qui se sont passées pour lui ces dernières années. Il raconte comment Louis C.K. a failli le faire virer du SNL. Il raconte comment s'est passée sa rupture avec Ariana Grande, parce qu'ils étaient fiancés, ils ont failli se marier et tout, et puis finalement non. D'ailleurs, la chanson Thank You Next parle de lui. Ok. Et donc, il raconte ça et la façon dont maintenant, elle en parle dans ses chansons. Et du coup, lui, il en parle dans ses sketchs et tout. Donc, c'est vachement fun. Il est vachement fun, ce garçon. Et voilà, je sais pas si vous avez regardé, si vous avez aimé... Ouais, moi je l'ai vu tout à l'heure et c'est marrant parce que du coup, pour le coup, je connaissais pas du tout le mec et notamment l'histoire avec Ariana Grande. Et quand est arrivé toute cette histoire sur la chanson et tout, ma meuf me dit mais attends, c'est vrai ces histoires. On commençait à checker Google en même temps que le spectacle pour se rendre compte que tout était vrai. Et ce qui est assez marrant, enfin là où je trouve le gars bon, c'est qu'il arrive à un peu à tordre le miroir, en tout cas à prendre des situations, à les renverser, en disant notamment sur l'exemple de Ariana Grande, il y a un moment il parle du fait qu'elle ait expliqué que la relation c'était bien, etc. Et que donc, c'était triste tout ça. Mais que quand même, Pete Davidson, il avait une grosse bite. Et en fait, il fait tout un truc là-dessus qui est hyper intéressant où il dit du coup les gens disent regardez Ariana elle est super sympa quand même, c'est cool et tout. Et il dit mais imaginez moi j'avais fait la même chose, j'aurais dit bon Ariana machin mais elle avait quand même une pure chatte. Enfin, je me serais fait éclater la tronche par la planète entière. Et en fait, il a ce truc des fois de prendre des situations qui sont un peu acquises aujourd'hui et de dire mais en quoi est-ce que c'est acceptable de ce point de vue-là alors que de l'autre on se ferait absolument rétamer la gueule quoi. Totalement. Et en plus, moi qui connaissais absolument pas le mec, qui avait pas du tout suivi ce qu'il a fait au SNL, etc., je trouve que le spectacle est assez accessible. Alors il faut avoir 2-3 refs, il faut savoir qui est Louis C.K. Bon, Ariana Grande, je pense qu'il n'y a pas trop à présenter le perso, mais il a effectivement ce côté un peu loser, mais hyper attachant, parce que tu sens que bon, il a les pieds sur terre et en même temps il est tout à fait conscient qu'on peut rire de tout si c'est bien fait avec les bonnes personnes. Et c'est vrai que ça coule tout seul, quoi. Mais est-ce que Fanny, c'est pas aussi le genre d'humour que toi tu fais un peu sur scène, l'humour un peu grinçant, dérangeant est-ce que c'est quelque chose qui est lié un peu à ta forme de création aussi? Ouais, si, j'aime beaucoup ça, les trucs où ce sont des choses, oui, qui peuvent paraître grinçantes, qui peuvent paraître des fois un peu teubées et tout, mais il y a des fois certaines phrases, t'y repenses et tu dis putain, mais c'était vachement vrai et vachement sérieux en fait ce qu'il y avait derrière. J'ai noté une phrase qui... Attends, je ne sais plus laquelle c'était. Ah ouais, quand il explique dans je sais plus quel spectacle qui réduit sa consommation de marijuana et qui commence à ressentir plus de choses, il plaisante là-dessus, mais tu vois que c'est un truc qu'il a quand même vachement travaillé et dont il parle comme ça, quoi. Et j'aime bien tout ce qui est réfléchir à comment on fonctionne
et en faire des blagues derrière, un peu comme Kian Kojandi fait, un peu comme Marina Rollman fait, et ce genre de choses, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, c'est l'idée que quelque part, même si c'est de l'humour, ça cache quelque chose de profondément humain et que justement, quand t'amènes, et c'est toi aussi ce que tu fais pour avoir vu ton spectacle, c'est l'idée qu'on va mettre parfois les gens au bord du malaise, mais quelque part, ça va leur faire prendre du recul sur la situation et mieux vaut en rire aussi, quoi. C'est ça. Donc c'est d'utilité publique. C'est sain de faire ça. Mais écoute, je trouve, moi, ça révèle toutes les fêlures. Est-ce que du coup c'est un spectacle tout public ou il y a une... Parce que comme c'est sur Netflix, je suppose que c'est facilement accessible. Est-ce qu'il y a pour les plus jeunes, c'est pas non plus forcément le plus recommandé? Oh, c'est un peu graveleux. Tu peux pas le montrer à ta fille de 1 an, Mathieu, non. Déjà parce qu'elle comprendra rien. Dommage. En même temps, elle parle pas anglais, donc le problème est réglé. Non, ben ça dépend. Genre, s'ils ont 14 ans, ça passe, je pense. Mais c'est juste qu'en effet, il y a des trucs où. Voilà, quoi. Ça reste un contenu pour adultes de base. Donc, il va beaucoup parler de drogue, de sexe, et voilà, quoi. Donc, si t'es OK avec le fait que tes enfants voient ça, de toute façon, si c'est pas avec toi qu'ils le voient, ils le verront ailleurs. C'est juste que ça va être plus malaisant si c'est avec toi. Ça va, quoi. Oh, tu sais, Mathieu, c'est un papa très à la cool. Il y a aucun tabou. Très open. Dès un an, il n'y a pas de tabou. Mais oui, bien sûr. Il lui roule ses premiers joints. Mais bien sûr. vous avez en Belgique, vous avez accès au SNL facilement ou pas? Parce qu'en France, c'est pas. Non, disons tu peux les trouver sur des sites Le cousin sur lesquels américain. télécharger des choses. Mais sinon, c'est plus des extraits qu'il y a sur YouTube, quoi. Ok. Et moi, je me demandais, toi qui écris de l'humour, quand tu regardes un mec comme Pete Davidson, est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que tu te dis, merde, il m'a chopé une vanne que je voulais faire? Est-ce que comment tu vois ça à travers le prisme de ton taf? Moi, c'est plus dans les mécaniques que je vais remarquer les choses, comme on le disait tantôt, l'effet miroir que Pete Davidson fait, j'aime beaucoup ça. Le fait qu'il ait des angles qui sont souvent assez curieux, et parfois il peut juste expliquer une situation pendant 20 secondes sans qu'il y ait de blague, mais l'angle est tellement marrant que ça passe crème, en fait, et que tu t'emmerdes jamais. Maintenant, c'est plus dans ces mécaniques-là. Maintenant, c'est pas dans la construction, c'est pas exactement le genre d'humour que j'aime, parce qu'il y a pas de transition, tu vois que c'est juste des histoires mises à la suite, et moi j'aime bien justement quand tout est mêlé et qu'on revient sur des choses, tout ça, donc ça j'aime beaucoup, donc il le fait pas du tout. Mais oui, il y a des sujets où je me dis putain, c'est vachement intéressant de traiter ça comme ça. Donc c'est surtout dans les angles que son travail m'intéresse beaucoup. Et puis il a un personnage aussi qu'il a développé et qui est, je pense, très très proche de la réalité, qui est hyper attachant, c'est vraiment un petit garçon fucked up. Et tu as envie de lui foutre des claques et de lui faire des câlins, quoi. C'est vraiment, il y a pas trop d'entre-deux. Et ouais, j'aime beaucoup ce personnage qu'il utilise dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans les vidéos du SNL où c'est le petit mentally ill de l'équipe. Il vient de sortir un nouveau film chez Hulu que j'ai pas encore regardé, mais c'est aussi le petit gars qui vient de Staten Island, qui fume trop de joints et qui est un peu un loser nihiliste. Et il y a toujours dans tout ce qu'il fait ce personnage-là, cette vibe-là, et qui est assez cool, je trouve. Et est-ce que dans cette veine d'humoriste, on a d'autres à nous recommander, on va dire plutôt sur Netflix que sur Spotify? Je suppose qu'il n'y a pas de doublage par-dessus, donc... non, en effet. Dans cette vibe-là, vraiment un peu nihiliste, branleur, non. Ou dans ce que t'aimes regarder sur Netflix ou ailleurs, les humoristes qui te font marrer et qui t'inspirent un petit peu... À part effectivement Gad Elmaleh et Kev Adams. Évidemment, c'est bon vieux Kev. Ce que j'ai dit tantôt, Daniel Sloss, qui est mon préféré à vie, qui a 2 spectacles sur Netflix. Anna Gatsby, qui a fait le spectacle Nanette, qui avait beaucoup fait parler de lui il y a quelques années. Parce qu'il on en avait parlé dans la pile avant. On en avait déjà parlé, ouais. Et Patton Oswalt, qui a 2 spectacles, je pense, sur Netflix. Et il y en a un où il raconte le décès de sa femme et la façon dont il a dû l'annoncer à sa fille. C'est horrible. C'est horrible, et en même temps c'est magnifique parce qu'il arrive à faire de l'humour avec ça, et je trouve ça complètement dingue. Sinon, il y en a un qui s'appelle Three Mics de Neil Brennan, et c'est un concept où il a 3 micros sur scène.
Et les 3 micros sont pour 3 styles différents. Il y en a un, c'est des one-liners, donc il fait juste une phrase égale une blague. Et donc c'est hyper efficace, hyper rapide et tout. Il y en a un où il raconte des histoires drôles. Et il y en a un où il raconte genre sa dépression et tout ça. Donc c'est vraiment 3 ambiances très très différentes dans un même spectacle. Et c'est vachement intéressant. Et de nouveau, c'est un petit fucked up qui raconte sa vie. Donc j'aime bien. Ok. Est-ce qu'on peut encore recommander Louis C.K. parce que j'ai vu qu'il avait une actualité aussi. Est-ce qu'il est toujours recommandable, Louis C.K. au final? Je balance la question. La question, tu tends le plat, tu regardes si tu mets les 2 pieds Non, dedans. parce que c'est un peu le même genre d'humour aussi qui est un peu malaisant et j'ai vu que dernièrement il était passé à Paris, il avait encore fait Salcombe et tout, etc. Donc au final, il a l'air de continuer son petit bonhomme de chemin et c'est pareil, il a un spécial qui est en ligne depuis quelques heures, quelques jours. Personne l'a vu ici? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai téléchargé parce que je me suis dit, il va disparaître d'internet, donc je vais le choper. Comme ça, si j'ai envie de le regarder un moment, je le fais. D'ailleurs, j'ai vu un tweet à ce sujet qui m'a beaucoup fait rire de Tiffany Stevenson qui disait Louis C.K. qui sort un special quand personne ne peut sortir de la pièce, ça semble vachement accurate. Et oui, évidemment. Donc pour répondre à la question, j'en sais rien en fait, Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aurais pas envie d'acheter le spectacle, de donner de l'argent d'une quelconque façon. Maintenant, honnêtement, je sais pas. J'ai jamais réussi à vraiment avoir un avis là-dessus parce que tu vois, il y a des cas où je me dis, mais évidemment qu'on doit arrêter de consommer leurs œuvres, et puis il y en a d'autres où je me dis, Donc je pense que c'est juste une appréciation totalement stupide et subjective de est-ce que je les aime bien ou pas, et ça me fait changer d'avis en fonction. Donc je préfère n'avoir aucun avis parce qu'il est basé sur des bases qui sont pas correctes en fait. Donc je n'en sais rien. Très bien. C'était la question terminée de Mathieu. C'est ça. Pete Davidson, on ne l'a pas dit, mais ça s'appelle Alive from New York. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le nom du spectacle. C'est disponible sur Netflix dans tous les pays du monde entier. Donc, de votre canapé, c'est très facile. Je n'ai pas du tout de transition. Ça va être un peu compliqué, ouais. Je ne sais pas du tout de quoi va parler Marc, mais ça s'appelle Keep Your Hand Off Aizuken. Ne touchez pas à Aizuken, pour faire simple. C'est une série d'animation en 12 épisodes. C'est disponible également sur Crunchyroll. Et c'est dirigé par Masaki Yuasa, qui est bien connu de vous, puisqu'on a déjà parlé de sa série précédente, Devilman. Et Alexandre, tu as vu Lou et l'île aux sirènes à Annecy, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est lui. C'est un réalisateur japonais qui a toujours tendance à essayer de pousser un peu les limites de l'animation traditionnelle et de faire de la 2D avec des formes qui bougent dans tous les sens et qui essaye vraiment de pousser les limites de son art. Et là, il rentre en plein dedans puisqu'il adapte un manga qui est sorti en 5 volumes, qui a été dessiné par un monsieur japonais qui s'appelait Sumito Ohara. Et en gros, ça raconte comment 3 jeunes filles lycéennes montent dans leur lycée un club d'animation. Et donc, on va regarder pendant 12 épisodes un dessin animé qui parle de comment on fait un dessin animé. Déjà, c'est de base très intéressant parce que moi, j'y connais pas forcément grand-chose. J'ai bien 2-3 notions. Et c'est vrai que la série parvient à être hyper didactique dans sa manière d'approcher chacune des étapes de l'animation. On va nous parler de la recherche graphique, on va voir les personnages visiter les lieux de l'intrigue, on va les voir préparer, on va les voir animer des séquences, on va les voir réfléchir au son, même jusqu'aux projections. Et en fait, moi, ce qui m'a vachement plu, c'est déjà les trois jeunes filles sont 3 personnages très très intéressants. La première, c'est au Japon, c'est une première année, donc elle doit être en 3e pour nous, sûrement, c'est après le collège. Elle a découvert Conan, le fils du futur, la série de Hayao Miyazaki des années 70 quand elle était gamine, et elle a toujours su qu'elle voulait faire de l'animation. La seconde, elle vit avec des parents qui sont acteurs, qui sont riches et qui rêvent qu'elle ait une carrière de modèle et d'actrice alors qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est dessiner. Et la troisième est un peu décalée, elle vient pour l'argent.
Et il y a parce qu'elle a envie de gagner de l'argent. Au départ, elle veut même gagner des bouteilles de lait, parce que c'est le principe. Tout est un petit peu décalé toujours. Et donc, elles vont monter des projets à l'échelle d'un club de lycée, avec des toutes petites séquences. Mais toute la force du truc, c'est que ça pourrait être un dessin animé très lambda, une espèce de drama à la japonaise tout simple. Et en fait, Masaki Yuasa va animer toutes les séquences des personnages. Donc chaque fois qu'un personnage va imaginer quelque chose, ça va prendre vie à l'écran. Donc on va voir des storyboards qui s'animent, on va voir des crayonnés dégueulasses qui s'animent, on va voir des jeunes filles qui se baladent dans une rue et qui imaginent en passant le long d'un canal, parce qu'il y a beaucoup de canaux dans la ville, elles vont s'imaginer aux commandes d'un sous-marin et on va les voir monter dans un sous-marin et traverser la ville. Et tout est comme ça en fait. Et il y a des séquences qui deviennent complètement dingues où ils passent d'une animation très très simple et très très classique à des trucs qui vont dans tous les sens. Il y a une séquence en particulier. Elles ont 3 projets sur les 12 épisodes. La première, c'est une petite démo où on voit une jeune fille armée d'un katana qui saute d'un avion et qui va découper des méchants. Ah mais fallait commencer par ça. La deuxième, c'est une histoire avec un crabe géant qui envahit une ville et des gens montent dans un méca et vont lui défourailler la gueule. Et la troisième séquence, c'est une bataille géante qui reprend toute la ville et où il y a de la destruction dans tous les sens. Et il joue vachement l'opposition entre ces séquences très très dynamiques de combat et les séquences beaucoup plus classiques on vous montre comment on fabrique un dessin animé. Et pour citer un très très bon exemple, dans l'épisode 3 ou 4, il projette la démo avec la lycéenne et son sabre qui saute de son avion. Et en fait, la salle de cinéma pas prend vie, mais du vent commence à être ressenti dans la salle. On voit les feuilles qui se mettent à voler, les cheveux des gens. C'est comme Chérie, j'ai rétréci les gosses à Disney. Un petit peu, ouais. C'est exactement ça. Mais imaginez en fait, parce que ça se passe pas vraiment, mais tu te prends la puissance de la narration visuellement à l'écran. Et c'est vraiment très cool, voilà. Moi, j'ai fini mon petit laïus. Moi, j'avais maté 2 épisodes pour l'instant. Alors, je savais pas du tout que c'était le réalisateur de Lou et l'île aux sirènes. En fait, je pensais même que c'était autobiographique. Hein. Je pensais que c'était les 2 filles qui avaient décidé de réaliser une série sur leur vie entre guillemets. Et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant et c'est pas vraiment. Je regarde pas beaucoup d'animés. Enfin, je regarde même pas du tout. Hein. Les derniers animés que j'ai dû voir. Ça devait être Dragon Ball Z dans les années 90. 90, pardon. Et non, j'étais assez surpris de la fraîcheur et finalement presque moi c'est pas toutes les séquences de storyboard avec des robots qui m'intéressent, mais c'est plus la vie quotidienne des lycéens et surtout comment est-ce qu'ils galèrent à faire des dessins animés alors qu'ils ont 3 bouts de paille quoi. Oui, et puis en plus de ça, les 3 personnages sont très marqués, avec de vraies personnalités, c'est très drôle, un peu décalé, donc ouais, c'est pas étonnant que ça prenne. Et moi, j'ai démarré ça pendant le confinement, parce qu'en fait, je voulais un dessin animé, et puis je voulais un dessin animé un peu feel good, tu vois, pas me lancer dans un truc où tout le monde meurt pendant 1000 épisodes, donc c'était le bon plan. En plus, je crois que Crunchyroll est gratos en ce moment. Ouais, donc c'est la question que j'allais te poser au début, parce que quand tu nous as dit c'est sur Crunchyroll, qu'est-ce que c'est Crunchyroll ? C'est l'un des Netflix de l'animation en France. Donc il y a Crunchyroll et ADN qui sont les 2 gros principaux. Ok. Ouais, voilà. Moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes sans m'inscrire. Donc ouais, pour l'instant. Et je pense que la série est gratos pour le moment. Du coup, c'est complètement l'occasion de s'amuser là-dedans. Voilà. Fanny, t'as regardé finalement ou pas ? J'ai regardé le premier et en effet moi ce que j'avais beaucoup aimé c'est les styles très différents qui succèdent, les croquis qui prennent vie et tout. À un moment quand elle est dans le cinéma, ça devient en point de vue, sa perspective à elle plutôt qu'une cam, un point de vue extérieur comme ça. Et ce mélange là j'aimais beaucoup, voilà. J'imagine qu'en plus, comme le réel il a un petit peu de bouteille, il doit sûrement rendre hommage un peu à ses premiers essais. Et j'imagine que si t'es méga fan du mec à la base, tu dois t'amuser à avoir des petits clins d'œil dans le truc au début, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de références que j'ai
pas déjà à son travail à lui et à d'autres. Il cite Miyazaki frontalement 2 fois. D'abord dans le premier épisode, quand il a redessiné des séquences de Conan, le fils du futur, la fameuse série de Miyazaki des années 70. Et il fait apparaître Miyazaki à un moment donné dans un épisode. Putain, aussi. c'est ouf. Je pense qu'il doit y avoir d'autres références à d'autres gens de l'animation japonaise, mais je suis pas assez spécialiste pour me plonger là-dedans. Et un truc bizarre, c'est qu'en préparant en regardant un peu pour le manga original, l'animé, etc., et en prenant des petites notes pour préparer le sujet, j'ai découvert que le Japon prépare une version live. Alors les Japonais, ils aiment bien décliner leur franchise du manga à l'animé au live, mais là je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Tout l'intérêt repose sur le fait que ça soit un dessin animé qui parle d'un dessin animé. Le faire avec de vrais acteurs, ça va devenir tout bizarre. Si c'est un film qui parle d'un film. Si c'est l'inverse, tu vois, s'ils prennent a priori, ce serait un film qui va parler de dessin animé, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ça va devenir le Roger Rabbit japonais. Le manga parle de dessin animé ? Ouais, le manga a la même histoire. Ok. Voilà, donc c'est très très chaudement recommandé, c'est très cool, c'est 12 épisodes de 30 minutes. En confinement, tout le monde a le temps de regarder ça. Et c'est très facilement accessible en plus. Oui. Exactement. Très bien. Merci Marc. Mais de rien. Sans aucune transition une nouvelle fois, puisque je suis là pour ça. Je vais lancer Alexandre sur après le monde de la création animée, nous allons parler de rap, de musique. Et ouais, une fois n'est pas coutume, parce que je crois qu'on n'a jamais parlé de rap dans Happy Hour. Exactement. Alors il faut, et en plus on avait parlé d'un groupe de rap une fois. On avait parlé de la soul. Non, tu confonds avec une comédie musicale. Et on va parler de rap français. Alors il faut savoir en préambule que je n'écoute pas de rap jamais, j'en ai jamais vraiment écouté de toute ma vie. Et c'est pas du tout mon style de musique. Et c'est pas, je n'y connais non seulement rien à l'industrie musicale, et je n'y connais encore moins au rap. Donc j'ai regardé Validé en fait, donc la nouvelle série Canal+, co-réalisée par Franck Gastambide, qui revient quand même de loin. Non, qui est quand même une tête assez connue, mais disons qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans des sujets aussi sérieux, puisqu'il a réalisé Les Kaira, Pattaya et Taxi 5. Qui sont que des gros succès de cinéma. Exactement. Et donc en fait, Validé, c'est la grosse série Canal+, là actuelle, puisqu'elle est diffusée depuis le 20 mars, c'est disponible en entier sur MyCanal, et qui en fait va raconter le parcours d'un jeune de banlieue qui s'appelle Clément, et qui à la base est un livreur de drogue, et par un enchaînement de péripéties et de heureux hasards, il va se retrouver chez Skyrock pendant une émission en direct, et il va lâcher un espèce de rap improvisé à une grosse star du rap française. On appelle ça un freestyle. Un freestyle, voilà, merci. Je connais rien quand je dis. Un rappeur qui s'appelle Mastar. MASTR, et il va y avoir une espèce de grosse battle entre les deux, parce que du coup le petit Clément va faire un rap où il va un peu clasher Mastar, et Mastar va pas du tout être content, et en gros sauf qu'il a fait ce freestyle de façon absolument hallucinante, et on va expliquer comment est-ce que il va essayer ou réussir, ou en tout cas essayer de créer son premier album de rap. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre ? Oui, donc c'est réalisé par Franck Gastambide, Charles Van Tiegem, Xavier Lacaille et Giulio Caligari, et on voit tout un tas de gens de rap hyper connus que moi évidemment je fais. Attends, c'est une vraie personne ou pas ? Genre j'ai la liste sous les yeux, là, Lacrim, je ne sais pas qui c'est. J'ai reconnu des gens, j'ai reconnu Mister V, j'ai reconnu comment il s'appelle ? Il y a Camille Lelouch, bon, qui ne fait pas du rap mais qui apparaît. Il y a Gringe, j'ai reconnu Fred Musa, et j'ai aussi reconnu Cool Chain, qui font des petits caméos. Donc voilà, on sent que Franck Gastambide connaît un petit peu de gens, et c'est vrai, c'est une excellente surprise pour moi, où vraiment même si je trouve que toute la série est loin d'être parfaite, il y a une espèce d'amour pour le rap, et aussi pour son médium, pour la série télé que les réalisateurs ont et font passer à travers l'écran. Et
je me suis vraiment senti complètement emporté par cette histoire. Je trouve que les acteurs sont top. Attic, donc qui est un vrai rappeur qui joue Apache, joue vraiment hyper bien et chante aussi très très bien parce qu'il écrit toutes les chansons que le rappeur va chanter et il les interprète, il est vraiment top. Il y a aussi là, il est entouré de bande de potes que je trouve plus ou moins secondaires, notamment un personnage qu'ils appellent le chinois, que je trouve assez insupportable pour le coup. Dans le reste du casting, on a Sabrina Ouazani que je trouve super, Franck Gastambide évidemment qui apparaît de temps en temps, et Moussa Mansali qui joue Mastar et qu'on a déjà vu au cinéma dans les films de Grand Corps Malade et que je trouve vraiment très très bon aussi. Je vais dire un peu après les points négatifs que j'ai sur la série, mais je sais qu'il y en a qui l'ont vu un peu, donc je sais pas, je voulais voir un peu votre avis. Est-ce que les amis, vous avez regardé un peu la série ou pas ? Moi, pour l'instant, j'ai regardé que l'épisode gratuit parce que je m'attendais pas à aimer à ce point en fait. Donc là, je pense que je prends un abo à MyCanal parce qu'en effet, il y a un truc hyper attachant, je trouve. Je suis pas trop branchée rap de base non plus, mais il y a une certaine candeur, je trouve, dans le personnage principal, donc d'Apache, qui fait ça parce qu'il aime profondément le rap et il se retrouve un peu propulsé dans plein de choses un peu plus superficielles, plein de choses un peu vraiment le gros business où les gens font plus tellement ça par amour, mais parce qu'il y a par amour du rap, mais parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent dans l'équation. Mais lui, il a vraiment toujours cette naïveté des débuts que je trouve extrêmement belle et j'espère que c'est un truc qui va rester dans la suite des épisodes d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très beau à voir, je trouve. Ouais, c'est un peu ce qui est intéressant dans la série, c'est que ça parle aussi bien aux fans de rap qu'aux gens qui n'y connaissent rien du tout, c'est plutôt l'ascension d'un jeune talent dans un milieu artistique et avec son background un peu de cité, etc. C'est un peu des images d'Épinal du rap, mais au final, ça marche assez bien. Moi, je me suis laissé conquérir aussi. J'en suis à l'épisode, j'ai vu la moitié de la saison. Et ça se mange assez bien parce qu'il faut rappeler que c'est un format à peu près de 30 minutes. Du coup, ça se regarde assez vite aussi. Et vraiment, moi, je m'attendais pas un peu comme vous, finalement, je m'attendais pas à vraiment rentrer dedans. Je me suis dit, ouais, le rap, machin, tout ça, c'est pas vraiment ma came. Et au final, c'est quand même assez solide en tant que série, et ça, ça se regarde assez vite, quoi. Ouais, moi, je rejoins vos petits avis. Moi, je suis pareil, j'y connaissais rien, je suis rentré dedans, je me suis fait happer par les personnages. Je trouve qu'il y a 2-3 idées de mise en scène, c'est plutôt joli, tout le monde joue bien, techniquement ça tient pas mal la route. Alors je pense qu'Alexandre t'en parlera après. Moi je trouve que la série frôle un peu toujours de basculer dans de la comédie un peu débile avec ce personnage du chinois, deux trois seconds rôles qui sont un peu étranges, mais ça va. On est toujours il franchit jamais la ligne jaune de devenir un truc à la con en fait. Du coup ça tient tout le temps la route et pareil. Pourquoi jaune ? Les deux premiers. Ouais, je sais pas le dire. Et voilà. Moi c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. La partie comédie m'a pas dérangé en fait, mais ça m'a même fait plutôt rire, même si le personnage en lui-même est assez stupide, donc il est parfois un peu énervant. Non, moi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que par moments ça frôle le pas crédible en fait. Il se passe tellement, enfin après peut-être que dans le rap ça se passe comme ça, mais je n'y connais rien. Mais en fait à l'écran je trouve qu'il se passe tellement de choses en si peu de temps. Enfin même si on n'a pas de temporalité, il se passe tellement de choses que j'ai l'impression parfois qu'ils rajoutent des péripéties pour rajouter des péripéties, alors que simplement juste l'envie de voir l'ascension de ce petit jeune se suffit à elle-même. Il n'est pas obligé pour moi, on n'était pas forcément obligé de rajouter des histoires de deal, de mission. Il y a tout un épisode un peu bouche-trou. Il doit faire il doit aller jusqu'à Amsterdam. Il doit faire le Go Fast ou des choses comme ça. Voilà, il y a des petits trucs en fait, moi qui m'ont un peu dérangé, où je me suis dit que ça aurait pu vraiment être beaucoup mieux si ces petits éléments-là n'étaient pas présents. Mais c'est du chipotage parce que, comme vous l'avez dit, je trouve qu'il y a une vraie force. On est complètement presque hypnotisé par cette série qui dégueule d'amour en fait pour le rap, quoi. Ouais, ce qui est plaisant, c'est la galerie aussi d'artistes qui déboulent à chaque épisode. Quand il y a Cool Chain, c'est l'épisode 3, je crois, tu te dis, ok, donc là, les mecs, en fait, ils envoient quand même un peu du bois. Mais je te rejoins un peu sur un truc. Moi, j'arrête pas de me dire qu'à chaque fin d'épisode, ils vont chercher le cliffhanger, ils vont chercher le truc.
où à chaque fois, il faut que ça se finisse un peu en mode ta-ta-ta, et Après, c'est ce qui donne aussi envie de voir la suite, donc c'est assez intelligent. Moi, je voulais juste citer les seconds rôles parce qu'il y a pas mal de, il y a vraiment voilà, il y a les rôles principaux, mais il y a aussi tout un tas de second rôles qui sont assez ébouriffants. Il y a notamment Youssef Hd qu'on a beaucoup vu dans Platane aussi, et qui est un mec qui est super, et vraiment faut noter un peu tous ces rôles-là. Et même tous les mecs des cités, les mecs des deals de drogue, les mecs. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette idée de gang, même pour les rappeurs qui déboulent. Le premier épisode à Skyrock, dans les locaux de Skyrock, ils sont genre 30 quoi, autour du studio d'enregistrement, et c'est assez ébouriffant parce que ça doit être un casse-tête aussi en termes de production pour avoir à l'écran toujours des dizaines de mecs un peu baraques comme ça. C'était assez drôle. Mais du coup, voilà, la série envoie un peu sévère, et c'est assez plaisant, et même si on n'est pas fan de rap, ça marche très très bien quoi. Ouais, et le son, enfin, moi j'écoute pas du tout de rap, mais il y a vraiment des chansons qui me sont restées en tête, et ça m'a presque donné envie d'écouter la BO, quoi. Ah, j'ai cru que t'allais nous faire un freestyle. Il y a un album qui est sorti avec la BO ? Je crois, ouais. Il y a une bande originale le 20 mars qui est sortie. La bande originale est sortie le 20 mars, ouais, exactement. Et elle est sur Spotify et sur YouTube Music et Deezer et tout le bazar. Ouais, elle est disponible. Et surtout, ce qui est plaisant, c'est que les chansons du héros principal, du héros qui est donc créé en direct, on le voit écrire, on le voit faire enregistrer, etc. Et c'est pas bullshit en fait. Ce qui est très plaisant, c'est qu'on voit vraiment des morceaux écrits pour la série, et ça fait toute la différence, parce qu'en fait, si ça marchait pas, en fait, on n'y croirait pas du tout quoi. Ouais, puis ça, déjà le fait qu'ils aient composé eux-mêmes, puis comme vous le dites, s'il y a des grands noms du rap comme Cool Chain et tout qui viennent, c'est que quelque part la série a aussi été validée par le monde du rap. Et ça, c'est bon pour les fans. Donc ouais, non, franchement, pour moi, ça a été une grosse surprise, et c'est hyper... ça file la patate, quoi. Et toi qui as tout vu, Alex, ça ouvre sur une saison 2 ou c'est un one-shot ? Non, c'est fini de diffuser, donc j'ai tout vu, mais il y a tout sur MyCanal, il y a la saison en entier. Oui, il y a une saison 2 qui a été annoncée déjà, et enfin, je veux pas spoiler, mais ça va être très très différent de la saison 1. Ok, puisque ce sera la 2. Enfin, je suis assez curieux de voir où est-ce que ça va partir. Très bien. Autre chose à rajouter sur valider ? Est-ce qu'on valider ? On valide ? On valide, valider, ouais. Très bien. Jean-Victor, ça te donne envie de bondir dans le monde du rap ? Je sais pas, parce que c'est pas vraiment un genre musical que j'aime bien. Après, des fois, typiquement quand il y a eu le film Bodied, ça me rappelle un peu ça d'ailleurs, le film Bodied de Joseph Kahn, ça m'avait vraiment calmé, et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Mais parce que ça devenait très politique aussi, donc je sais pas, à l'occasion, je vais peut-être essayer, ouais, j'ai un peu de temps. Sinon, un truc qui serait très marrant, c'est de prendre validé et de remplacer tous les morceaux de rap par des morceaux genre de pop bien sucrés, genre du Taylor Swift. Eh ben, tu rigoles, mais un peu plus tard dans la série, bon, tu verras, mais il y a une espèce de fausse Angèle, donc qui s'appelle Louise, qui est une chanteuse qui fait la couve des Inrocks, et qui est égérie Adidas. Et il y a une petite histoire d'amour entre les deux, plutôt marrant, et on entend une de ses chansons qui est effectivement très pop et un peu plus Angèle que Taylor Swift, quoi. Donc même ça, ils l'ont pris en compte. J'ai bien fait de mater que la moitié de la saison, du coup, je sais ce qui se passe. On va passer des banlieues françaises au monde des narcotrafiquants. Puisque nous y étions... On reste dans la weed, hein. C'est beau. On reste dans le C'est un peu weed ça, game. Marc. C'est pas faux. On parlait le mois dernier, n'importe quoi. On parlait il y a 2 semaines de 000, qui est également disponible sur Canal+. Nous allons devenir un podcast Canal+. Mais moi, je voulais vous parler de Narcos Mexico, qui est disponible sur Netflix, dont la 2e saison est arrivée il y a quelques semaines. Et Narcos, moi, c'est un peu mon chouchou. C'est assez fascinant parce que c'est une série qui a pris plusieurs formes. Il y a eu 3 premières saisons qui s'appelaient Narcos, tout simplement, qui tournaient autour des cartels de Colombie qui fabriquaient de la drogue et de l'envoyaient aux États-Unis. Donc ça, c'est pas quelque chose de très nouveau. Et de Pablo Escobar. Tout le monde connaît, voilà, un peu, Pablo Escobar et le fameux cartel de Cali. Donc les 2 premières saisons de Narcos traitaient de Escobar
et de son combat contre d'autres cartels, mais aussi son combat contre les forces de l'ordre et la corruption sur place, etc. La troisième saison de Narcos parlait du cartel de Cali. Et on se disait, mais comment vont-ils faire pour continuer ? Ils ont lancé, Netflix a lancé donc à la suite Narcos Mexico, dont la première saison est arrivée 1 an après la fin de Narcos. Et Narcos Mexico va traiter des cartels mexicains qui sont en fait ceux qui transportent la drogue entre l'Amérique du Sud et les États-Unis et veulent un peu plus de pouvoir, etc. Toujours la même histoire de grappiller un peu plus d'argent et de drogue, etc. Et le Mexique, en fait, est un territoire où chaque région est aussi un cartel. Donc, on a le cartel de Juarez, de Guadalajara, etc., etc. Vous avez une bonne demi-douzaine de cartels différents et c'est autant de raisons de se mettre sur la gueule et autant de raisons de se faire la guerre, etc. Narcos Mexico, c'est 3 comédiens assez emblématiques aussi qu'on connaît très bien. C'est Michael Pena, qui est un agent de la DEA, de la force anti-drogue américaine, qui débarque au Mexique pour lutter contre les cartels. Et surtout, on a Diego Luna, qui est donc celui qui va, en fait, dans la saison 1, unifier les différents cartels pour leur dire « Mais les gars, on est un peu bêtes, autant s'unir et puis... transporter de la drogue tous ensemble pour les Colombiens et se faire un max de thunes. » Et puis, on a Scoot McNairy, qui est le narrateur, qui est un comédien qu'on a vu dans beaucoup de choses, et qui va prendre un rôle beaucoup plus important dans la saison 2. Je ne vous dis pas pourquoi si vous n'avez pas vu Narcos Mexico. Et donc cette saison 2 de Narcos Mexico pose un peu les enjeux, puisque dans la première saison, c'était l'unification. Et comme vous pouvez vous en douter, puisque ça se base aussi sur des faits réels, Narcos Mexico, saison 2, ça va être la saison où tout le monde va arrêter d'être amis et va commencer un peu à jouer chacun de son côté. On est à la fin des années 80, en fait. On est aussi en parallèle de Narcos. Ce qui est assez fascinant, c'est de revoir des personnages de Narcos revenir de temps en temps, des Colombiens discuter avec les Mexicains et de voir, en fait, c'est même pas 2 univers, c'est un seul univers unifié, mais c'est de voir en fait les passerelles que peuvent créer les créateurs entre les deux séries, enfin la série principale et la série dérivée, pour raconter en fait cette histoire vraie, ces histoires vraies qui sont aussi terribles que magnifiques en fait. Il y a quelque chose d'assez fascinant à regarder ces cartels, ces parrains de la drogue se mettre dessus. C'est terrible et à la fois c'est fascinant de les voir construire des empires économiques, des empires financiers dans la corruption, dans le trafic de drogue, etc. Mais c'est peut-être ma passion de French Connection qui aussi joue là-dessus. Et pour ne pas trop vous en dire, Cocorico, c'est aussi une production française puisque c'est produit par Gaumont via sa branche internationale. Et c'était l'une des premières séries Netflix un peu majeures. Et voilà, tout ça pour dire que Narcos Mexico, c'est de la balle et ça continue à être bien. On espère qu'une suite sera donnée, sachant qu'on a arrêté la série, là la saison 2 se termine au début des années 90. Et qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur la suite, sur l'éclatement des amis mexicains et qu'on espère que ça continuera assez longtemps. Est-ce qu'il y a un ancrage historique comme sur la première série ? Ouais, il y a carrément un ancrage historique. Le générique de Narcos Mexico se termine sur des bulletins de vote qui sont brûlés. En fait, dans la saison 2, on découvre que dans tout cet enchevêtrement de corruption, de trafic, etc., que notamment il manipule les élections présidentielles mexicaines de 88. C'est pas du tout un spoiler, hein, mais dans l'histoire de la série c'est assez anecdotique, mais en fait voilà, on se raccroche aussi à des morceaux d'histoire, de l'histoire mexicaine, et comme dans Narcos première série, on a des hommes politiques corrompus, on a tout ça. C'est largement inspiré de choses qui ont existé, mais il y a vraiment, vers la fin de la saison 2 de Narcos Mexico, cette élection truquée. Et c'est typiquement la série comme The Crown d'ailleurs sur Netflix qui te donne envie d'ouvrir Wikipédia et de lire pas mal de choses ou de bouquins sur l'histoire vraie derrière. Mais ils arrivent à suivre vraiment l'actualité et l'histoire avec un grand H du Mexique et de montrer que tout ça n'est pas que dans un coin de l'histoire du pays, mais que c'est très très attaché aux politiques locaux, aux forces de police aussi, à tout ce qui a pu se passer dans le pays pendant des dizaines d'années. Et ce qui est sidérant, c'est que évidemment tout ça n'est pas terminé puisque les cartels existent toujours et qu'il y a toujours des manipulations dans tous les sens, quoi. Est-ce qu'il faut avoir vu absolument Narcos pour mater Narcos Mexico ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas du tout les mêmes personnages. Après, comme je disais, ça se passe en parallèle, donc toute la problématique, c'est enfin moi limite, je suis plus pénalisé parce que du coup, dans ma tête, j'essaie de comprendre machin qu'on a vu dans Narcos. Alors du coup, machin, par rapport à ce qu'il a vécu dans Narcos, à quel moment on le voit dans Narcos Mexico, etc. Ceci dit, il y a des personnages en commun. Ouais, il y a des personnages qui reviennent. Et il y a surtout dans Narcos un trafiquant mexicain qu'on voit régulièrement et qui dans Narcos Mexico a du coup un rôle prépondérant et qui devrait avoir dans la suite encore un rôle assez important. Et donc il faut bien comprendre à quel moment on les voit parce que Narcos commence à la fin des années 70, Narcos Mexico commence au début des années 80. Enfin, les deux sont vraiment en parallèle et ça peut être un peu confusant. Mais néanmoins, si vous avez déjà vu la première série, c'est assez plaisant de voir certains personnages revenir, quoi. Mais les deux peuvent se regarder aisément sans référence aucune. Ça fait envie. Voilà, c'était ma petite... un petit peu d'évasion vers le Mexique, c'est toujours sympa. Les cartels, la torture, la drogue. Voilà, et par contre, par rapport à 000, qui était l'adaptation d'un bouquin, là on a effectivement, ils avertissent en entrée d'épisode de chaque épisode que c'est largement inspiré de la réalité, mais ce qui est terrible et fascinant encore une fois, c'est que c'est pas si loin de ce qui s'est vraiment passé, quoi. Parce que la force quand même de la première série Narcos, c'est qu'il y avait souvent des archives, des images d'archives qui venaient appuyer le récit. Et ce qui était fort, c'est que c'était toujours à des moments où tu te disais, ok, les scénaristes sont partis trop loin, là ce qui se passe c'est complètement aberrant. Et à ce moment-là, à chaque fois, t'avais une image d'archive qui arrivait pour dire, bah non, en fait ça a vraiment eu lieu. Et tu disais, putain, c'est pas possible. Donc je sais pas s'il y a ça dans Mexico. Il y a un peu d'archives, c'est pas si souvent que ça. Après, dans ce que j'ai pu aller lire pour comparer la réalité versus la fiction, à 95%, ils tombent assez juste. Après, ils s'arrangent avec certaines dates puisqu'ils veulent faire en sorte que telle tragédie de la série se passe en même temps que, par exemple, l'élection présidentielle ou des choses comme ça. Donc, ils s'arrangent un peu avec le calendrier. Et surtout, ils s'arrangent un peu avec la violence puisqu'il y a 2-3 meurtres, pour être honnête, qui sont assez édulcorés dans la série, alors qu'en réalité, c'était absolument terrible, voire glauquissime. Mais ils rendent les choses... Ce qui est fascinant avec ce genre de série, moi, ce qui me fait presque peur, c'est qu'ils rendent les choses un peu séduisantes, quoi. On voit les trafiquants dans leur belle villa, on voit Diego Luna, qui est juste un mec qui essaye de faire des choses parce qu'il a eu un passé un peu terrible, etc. Alors qu'au final, c'était des vrais salopards. Donc voilà. Mais en tout cas, tout ça est vraiment efficace et même en 5e année, Narcos, ça reste une bonne série, quoi. Fort bien, fort bien. Voilà. C'est à toi d'enchaîner. Hein. Et je vais laisser Jean-Victor conclure cette émission avec un petit regain de violence puisque nous en avons petit, tout juste. Ouais. J'ai une question à vous poser, une question très simple. Est-ce que vous aimez tuer ? Non. Ça dépend qui. C'est mal barré. Et ça dépend comment. Est-ce que vous aimez supprimer, poignarder, massacrer, exterminer, tout ce que vous voulez, des démons ? Non. En général, ils sont pas trop gentils. Ah oui, bon voilà, l'idée c'est qu'ils sont pas trop gentils parce qu'effectivement le jeu dont je vais parler est pas là juste pour passer la serpillière entre guillemets, mais pour faire tout ce qui se passe avant. On va parler de Doom Eternal qui est le 6e chapitre d'une saga fondamentale de l'histoire du jeu vidéo, puisque Doom, quand le premier jeu est sorti dans les années 90, a été tout de suite un pilier du FPS, donc du jeu de tir à la première personne, pour la simple et bonne raison qu'il avait un moteur graphique de folie à l'époque et qu'il était défini par sa rapidité. Et le principe de Doom, c'est que vous êtes un bonhomme en armure qui est balancé en enfer, tout simplement, et qu'en enfer, forcément, il y a plein de petites choses qui veulent vous tuer et vous massacrer. Et la meilleure réponse à la violence, selon le Doom Guy, comme on l'appelle, c'est encore plus de violence. Hein. Et en fait, la franchise a été un peu disparue, était un peu disparue au début des années 2010. Et elle est ressuscitée d'elle-même en 2016 avec un jeu qui s'appelait tout simplement Doom, qui était un reboot de la franchise et qui avait un minimum de scénario, puisque le scénario de Doom, c'est qu'en gros, il y a une base de recherche scientifique sur Mars et que les scientifiques, à force de traficoter avec des portails et des objets un peu étranges, ils ouvrent pour le coup une faille en enfer et arrive ce qui arrive, un gros bordel. Doom Eternal, ça se repasse du coup pile après le premier jeu. Donc en gros, vous avez fait un petit tour sur Mars, un petit tour en enfer, et vous avez rétamé ce que vous avez pu, mais évidemment, l'enfer n'a pas dit son dernier mot. Et quand vous commencez Doom Eternal, il y a quelques parallèles à tisser avec la réalité, puisque en gros, c'est le bordel sur Terre, puisqu'il y a 75% de la population qui est disparue, et que les démons essaient de prendre possession de notre belle planète.
Évidemment, vous êtes là pour régler le problème. Alors, ce qui est assez dingue avec un jeu comme Doom, c'est que c'est typiquement le genre de truc qui répond à toutes les critiques que peut avoir le jeu vidéo sur comme quoi ouais, les jeux ça rend violent, c'est trop violent. C'est toujours des jeux extrêmement débiles. Si vous avez des a priori comme ça sur le jeu vidéo, Doom va tous les confirmer. C'est-à-dire que c'est un jeu absolument horrible graphiquement, y a un moteur graphique qui défonce et tout, mais le but est de vous montrer les plus grosses saloperies possibles, donc des démons tous plus hideux les uns que les autres qui vont essayer évidemment de vous torturer, etc. Mais vous, comme vous allez leur rendre l'appareil, vous allez devenir un véritable monstre, vous allez leur faire vivre véritablement un enfer en les décapitant, en leur arrachant les bras, en les trucidant dans tous les sens, dans un gros bain de sang. Et en fait, alors pourquoi est-ce qu'on joue à Doom? Parce que personnellement je trouve ça très calme, enfin ça me calme beaucoup. Il y a plein de gens que ça énerve, j'ai déjà parlé des gens qui me disent qu'eux ils peuvent pas jouer parce qu'en fait au bout de 10 minutes ils ont envie de péter leur manette ou leur souris en l'occurrence et que ça les rend fous. Et ben moi je trouve ça très apaisant de jouer avec du gros heavy metal et de défoncer tout un tas de monstres. Alors chacun voit comme il veut la façon de jouer à Doom, mais en fait ce qui est intéressant sur un jeu comme ça c'est qu'on pourrait se dire bon ok c'est un truc de gros bourrin, tu prends des armes, tu fonces dans le tas, mais auquel cas ça fait 30 ans que le jeu vidéo le propose, et là ce qui rend Doom Eternal vraiment marquant et que le jeu a un accueil dithyrambique depuis sa sortie le 20 mars, c'est qu'en fait ils ont raffiné des techniques de jeu qu'ils avaient déjà mis en place dans l'épisode de 2016 et qui en fait le rendent bizarrement pas aussi con qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits trucs à prendre en compte quand on joue à Doom. Typiquement, vous avez de la vie, vous avez de l'armure et vous avez des munitions. Et en fait, tout ça, c'est pas illimité. Et il va falloir trouver des petits subterfuges pour réussir à garder tout ça et pouvoir avancer dans les niveaux. Et en fait, ils ont mis en place tout un tas de petites mécaniques en jeu qui font que vous pouvez pas juste bourriner, parce que si vous tirez, si vous passez votre temps à appuyer sur la gâchette, en fait, vous allez vite crever. Donc il y a 2-3 petits trucs, notamment l'idée du glory kill, c'est-à-dire quand vous quand vous diminuez la santé de certains ennemis, enfin quand vous les amenez à 2 doigts de la mort, en fait vous allez pouvoir faire une animation en vous approchant d'eux, où vous allez les massacrer au corps à corps. Donc ça lance tout un tas d'animations où vous leur tordez le cou, vous leur arrachez un truc, enfin bref c'est toujours très joyeux. C'est sympa. Et ça vous redonne de la vie. Donc il faut prendre en compte le fait que les glory kills vous redonnent de la vie. Vous avez un lance-flamme sur le dos, quand vous cramez des ennemis en fait ils lâchent de l'armure, donc il faut aussi penser au fait de créer un peu d'armure pour être un peu plus résistant. Et le troisième point c'est que vous avez une tronçonneuse, quand vous tronçonnez vos ennemis, vous regagnez des munitions, sauf que l'essence dans la tronçonneuse elle n'est pas illimitée, et donc une fois que vous avez mis un coup de tronçonneuse, il faut un peu de temps avant que vous puissiez la réutiliser. Et en fait tout ça, plus un autre principe qui est que chaque ennemi a une façon de mourir un peu plus facile si vous utilisez un certain type d'arme et que vous visez un certain endroit. En fait, ça rend le truc assez technique, c'est-à-dire que très vite, vous allez devoir comprendre comment fonctionne chaque ennemi, prendre en compte votre vie, vos munitions, etc. Et donc utiliser les glory kills, la tronçonneuse, tout ça pour pouvoir rester à flot. Et en fait, il y a un autre truc qui a été ajouté dans cet opus qui est pas rien par rapport à la version de 2016, c'est que votre personnage peut dasher. Donc un dash dans les jeux vidéo, c'est le principe de vous allez d'un seul coup partir dans une direction extrêmement vite, c'est presque comme si vous vous téléportiez. Et donc si vous dashez tout droit, en fait, vous allez vous retrouver 5 mètres plus loin en 1 seconde. Et en fait tout ça fait que le jeu est ultra nerveux, ça va dans tous les sens, ça ne s'arrête jamais, vous avez un flow continu durant les phases de baston, mais en fait c'est nerveux en étant un peu tactique, puisque si vous prenez une seule arme et que vous tirez dans le tas, en fait très vite vous allez perdre du temps, là où il faut comprendre comment les ennemis fonctionnent et utiliser tous les petits trucs qui sont à votre disposition. Donc en fait le jeu vous pousse à développer un espèce d'instinct de survie et à comprendre la situation devant vous et à tout le temps l'analyser pour vous en sortir mieux que juste tirer dans le tas comme un gros gogol. Bon après le principe ça reste évidemment de charcuter tout ce qu'il y a en face de vous, mais ça rend le truc en fait extrêmement rythmé. Il y a vraiment l'idée d'atteindre un moment un peu comme sur les jeux musicaux, quand vous êtes par exemple quand vous jouez à Guitar Hero et que vous avez tout de suite compris comment fonctionnent les morceaux et que vous regardez quasiment même plus les touches pour les faire, on appelle ça le flow. Vous avez atteint un stade de flow où vraiment vous êtes en symbiose avec le jeu, et Doom Eternal en fait arrive à reprendre ce principe de flow dans un jeu extrêmement violent et extrêmement bourrin, où en fait les mecs ont tellement l'habitude, les développeurs, c'est eux qui développent la franchise depuis 20 ans, et ils ont tellement l'habitude de ce genre de jeu qu'en fait ils ont vraiment réussi à créer une espèce de symphonie de violence, mais dans lequel votre cerveau est quand même mis à contribution. Donc c'est extrêmement bien fichu, extrêmement prenant, et en plus je l'ai un peu dit au début, mais la direction artistique est quand même totalement délirante,
Et pour répondre un peu aux critiques que peut générer ce genre de jeu, il y a quand même un truc, c'est que tout ça est extrêmement conscient. Il y a plein de petits trucs très drôles dans le jeu. En fait, le jeu se prend jamais vraiment au sérieux. Typiquement, des fois, vous vous faites attaquer par des monstres qui volent et qui ont un seul œil. Et le Glory Kill, l'une des animations de Glory Kill, quand vous les prenez au corps à corps, c'est que vous plantez votre épée dans l'œil du truc. Et en tirant, ça fait un petit pop très cartoon, qui est typiquement un bruit que vous pourriez avoir dans un Evil Dead de Sam Raimi. Et donc en fait, il y a tout un tas de trucs dans le son et même dans l'univers qui rendent le truc en fait extrêmement gogol, quoi. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un hub où vous allez préparer vos missions. Et typiquement dans le hub, il y a une bibliothèque. Et quand vous regardez les livres dans la bibliothèque, en fait, c'est que des livres qui existent, mais qui ont été renommés dans l'univers de Doom. Par exemple, 50 Shades of Slay ou How to Kill a Mocking Demon. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que le truc est jamais véritablement pro-violence à la base. On est dans le jeu vidéo, c'est évidemment que des démons en face de nous, il y a pas de truc vraiment fâcheux là-dedans, donc c'est quand même tout ça est au second degré, mais c'est ce qui rend en fait l'univers très attachant. Et les mecs ont vraiment chargé la mule comme des bœufs. Par exemple, la musique du jeu qui est composée par Mike Gordon et qu'on entendra un peu pendant cette chronique pour les auditeurs, c'est évidemment du heavy metal super bourrin, mais typiquement pour mettre un peu plus de niveau sur cette BO par rapport à celle de 2016, ils ont carrément composé un chœur de métalleux. Donc ils ont été chercher en fait plein de chanteurs de groupes de métal un peu connus pour leur faire un chœur où les mecs évidemment se sont tous mis à hurler dans un studio et pour avoir une bande son apocalyptique qui colle vraiment au rythme du jeu. Et d'ailleurs la musique est vachement bien parce qu'elle s'adapte vraiment à votre façon de jouer, et donc plus ça rejoint ce que je disais sur l'idée du flow, plus vous êtes efficace, plus vous variez les trucs et plus vous maîtrisez les ennemis qui sont en face de vous, plus la musique devient vénère. Donc en fait ça, instinctivement et en termes de sensations, ça vous pousse à être encore plus aware de la situation. Donc voilà, Doom Eternal c'est un peu le magnum opus d'une franchise qui a quand même 25 ans et qui a revendiqué son titre de champion du genre, et si vous avez envie de vous défouler, ça fait quand même beaucoup de bien. Sachant que l'humanité joue en ce moment, tout le monde joue à Animal Crossing à base de je vais. Oui et non, parce que c'est sorti le même jour. Donc il y a une partie de l'humanité qui est partie ramasser des pommes dans Animal Crossing et l'autre partie qui est partie défoncer des gens dans Doom. Moi ce matin j'ai allumé Animal Crossing, je suis allé acheter des navets sur une plage et j'ai vidé ma boîte aux lettres. C'était un peu le truc. Donc là on fait un peu le grand écart quand même. Et moi j'ai été en enfer et j'ai acquéri une grosse épée pour couper mes ennemis en deux. Est-ce que Fanny, toi t'es un peu gameuse, tu joues à certains titres? Non, je t'avoue, là, j'ai plus qu'un petit MacBook Pro et pas qui est full, donc je sais pas trop jouer à des choses. Genre, j'aime beaucoup Minecraft, mais je suis nulle, donc les parties durent pas très longtemps. Et c'est tout. À part rejouer aux Sims de temps en temps, mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Les Sims, d'ailleurs, qui a un gros regain de popularité en ce moment. Pendant le coronavirus, si tu regardes sur les réseaux sociaux, les gens se sont tous remis à jouer aux Sims. Eux, ils peuvent sortir. Ouais, c'est ça. Est-ce que Jean-Victor, moi qui ai joué au premier Doom à l'époque, puisque j'existais déjà, est-ce que c'est pas toujours un gros bordel au final? Je me rappelle d'un jeu et tout se passait en même temps, on tuait tout qui bougeait, machin. Ouais, il y a cette idée en fait. Beaucoup trop de trucs à l'écran. Il y a cette idée que oui, de toute façon, à chaque fois, alors il y a un peu. Quand je dis que ça bourrine beaucoup, évidemment, les niveaux sont un peu structurés. Il y a des moments, il y a 2-3 phases de plateforme, il y a toujours des petits trucs, des petits bonus à chercher dans les niveaux si vous avez envie de vous faire un peu chier à explorer tout ce qui bouge. Mais en fait, c'est toutes ces petites mécaniques de glory kill, de tronçonneuse, de votre personnage qui peut dasher, qui peut faire des doubles sauts, etc. Et l'idée qu'en fait chaque ennemi a un point faible à exploiter si vous voulez que les combats se déroulent plus vite. Mine de rien, en fait, ça fait que c'est le gros bordel. Mais il va falloir. Votre rôle, c'est de structurer ce bordel-là, et c'est tout un tas de mécaniques de jouabilité qui permettent de faire ça. Donc les mecs ont vraiment raffiné ce bordel à force de faire des jeux depuis 25 ans où on défonce tout ce qui bouge, et même 30 ans bientôt. Ils ont réussi à. Oui, c'est toujours le bordel, mais ils ont amené des petites subtilités qui rendent le truc en fait beaucoup plus tactique, c'est un grand mot, mais plus malin qu'il en a l'air, quoi. Mais oui, à l'écran, il se passe, tu passes quand même la majorité de ton temps à voir des gens se faire défoncer dans tous les sens, à avoir de l'hémoglobine dans tous les sens, et bon, c'est aussi pour ça que t'as raqué le prix du jeu, quoi. Ok. Très bien. Mais ça les vaut vraiment, et d'ailleurs, pour juste marquer la différence avec l'opus de 2016, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure du dash qui vous permet de bouger encore plus vite. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, on avait testé le jeu avec Alex à la Paris Games Week. À cette époque, on pouvait encore aller dans des centres avec plein de gens et croiser des foules. Ça a l'air bien. Voir des gens. Et on avait essayé le jeu, et en fait,
j'avais pris le truc en main, je sais pas, c'était 20 minutes et effectivement j'avais déjà vu la nervosité du jeu et les mecs avaient d'ailleurs mis un niveau qui est très loin dans le jeu pour vraiment te faire comprendre le bordel que c'est. Et ce qui est marrant, c'est qu'après j'ai fait l'opus de 2016 parce que ça m'a donné envie, et en jouant à celui de 2016, en fait le jeu m'a paru, c'est presque un grand-père grammaire, alors que déjà en 2016 ça charclait vachement, mais en fait tous les petits trucs qu'ils ont rajoutés dans ce Doom Eternal rendent le truc vraiment 10 fois plus speed, et je pense qu'en fait rejouer à celui de 2016 maintenant quand t'as fait Doom Eternal, c'est un peu chiant parce qu'ils ont vraiment accéléré encore la machine, quoi. Là où on pensait qu'ils avaient atteint déjà une limite en 2016. Donc la question se pose, est-ce qu'ils arriveront à faire toujours plus, parce que là on est aussi dans un jeu où c'est de la surenchère, vous arrivez toujours face à des trucs de plus en plus grands, il y a des démons qui font limite la taille de certains immeubles, enfin c'est complètement n'importe quoi dans la surenchère, mais ils ont réussi à dépasser celui de 2016 sur tous les points. Et donc à voir s'ils arriveront encore à faire ça après, mais le terme de éternel pour le coup est pas mal trouvé. Très bien. Merci beaucoup pour cette recommandation, particulièrement entre le yoga et la cuisine, on pourra faire un peu de Doom Eternal. Ouais, moi ça me fait autant d'effet que le yoga, hein, personnellement, je cache pas. On est sûr de ça. Merci à tous d'avoir participé à cette émission un peu spéciale. Je résume un peu les choses. On a parlé de choses qui sont sur Netflix avec Pete Davidson et puis Narcos Mexico, sans aucun lien. On a parlé de Valider sur Canal+. On a parlé de Keep Your Hands Off Aizuken, qui est marque sur Crunchyroll. Il y aura le lien dans la description. Et on a enfin parlé de Doom Eternal, qui est disponible a priori sur les consoles les plus modernes. Oui, qui est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox, et a priori il y aura une version Switch un jour prochainement. Très bien, merci beaucoup. Merci Fanny de nous avoir accompagnés sur cette émission spéciale. Merci à vous pour l'invitation annuelle. On te retrouvera, on l'espère, en septembre. Allez voir Fanny sur scène quand on pourra sortir de chez nous. Oui, voilà. Première chose à faire en sortant. Son spectacle est hyper bien, hyper cool. Voilà, venez tous, donnez-moi votre argent. On vous embrasse, restez chez vous pour l'instant tant que le confinement est confirmé, et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a un compte Twitter, il y a CloneWeb partout dans tous les réseaux sociaux. Il y a le hashtag aussi. Laissez-nous hashtag, commentaires sur les plateformes de podcast. On vous embrasse, mais d'un peu loin cette fois, et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Salut, des bisous.